On va parler d'abord du Congo-Brazza. Denis Sassou Nguesso, réélu avec 88,57% des voix. L'opposition conteste ses résultats. Ensuite, le Niger, Maman Ousmane revendique sa victoire malgré le verdict de la Cour constitutionnelle. Et puis le Golfe de Guinée, la saisie record dimanche dernier d'au moins 6 tonnes de cocaïne. Pourquoi la drogue circule autant en Afrique de l'Ouest? Tout ça avec Maître Eric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Samuel Niaoui. Le Congo-Brazza, pour commencer, les résultats du scrutin de dimanche dernier, premier tour de la présidentielle. Il n'y aura pas de second tour puisque le président Denis Sassou Nguesso est arrivé en tête avec pas moins de 88,57% des voix, devançant son principal rival, Guy Brice Parfait Kolela, décédé dimanche des suites du coronavirus. L'opposition conteste ces résultats. Maître Sosa, 88,57% des voix, score soviétique. Est-ce que vous avez été surpris par ces résultats? Surpris, non, parce que finalement, vous savez, nous sommes en train de voir évoluer un modèle antidémocratique qui s'est mis en place et qui s'installe durablement dans quasiment tous les pays de l'espace francophone. Écoutez, essayez de faire une rétrospective sur les 10 dernières années. Aucun pouvoir en lice n'a perdu les élections contre son adversaire. L'exception de Patrice Talon est, à ce titre, suffisamment remarquable pour être mise en exergue, mais dans tous les autres cas, le pouvoir en place a toujours remporté le pouvoir, enfin les élections. De sorte que maintenant, c'est devenu un automatisme. On n'a plus besoin de faire de spéculation. On va toujours assister à une victoire du pouvoir organisateur des élections. C'est-à-dire qu'on a mis en place des mécanismes qui sont censés contribuer à la sincérité du scrutin, mais en fait, les verrouillages qui sont faits en amont ne permettent pas d'avoir des élections sincères. Les observateurs, aussi sagaces et aussi de bonne foi qu'ils sont, font toujours le même constat. C'est vrai, il y a des imperfections, c'est vrai ici ou là, il y a des irrégularités, mais selon la formule consacrée, ils ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité ou la régularité du scrutin. Donc on valide. C'est devenu finalement un automatisme. Ça me fait penser que finalement, vous voyez, nous sommes tous, peu ou prou, les pays francophones, à 60 ans d'indépendance. Depuis l'année dernière, pour certains, dans un an à venir. L'Algérie, par exemple, mais on n'a pas le même phénomène en Algérie. C'est une exception aussi, dont il faudra parler. Et finalement, on a l'impression que on a fait 3 décennies de dictature pure et dure, dans son expression la plus ordinaire, pendant 30 ans, puisque c'est depuis la Baule que on a opté pour le multipartisme et qu'on a accepté dans la forme qu'il y ait des élections et qu'on ait ce qu'on a appelé le renouveau démocratique dans les pays africains, quasiment tous. Donc depuis 30 ans, on assiste finalement à un formatage de ce que certains appellent des démocratures. Et on peut accepter ce néologisme qui fait une contraction, parce qu'on a une démocratie formelle qui vient en fait, en toile de fond, soutenir une dictature qui ne peut plus s'avouer comme telle, parce qu'il n'est plus bien vu d'être une dictature. Donc, en fin de compte, le multipartisme est devenu un faire-valoir à des dictatures beaucoup plus subtiles. Parce que, bon, quand on organise des élections,
et que, comme par hasard, c'est devenu une recette maintenant bien rodée, le jour du scrutin ou la veille du scrutin, on n'a plus accès à Internet, etc. Bon, et que systématiquement, vous voyez, le modèle est dupliqué dans tous les pays. On le fait sans aucune vergogne. Certains disent on ne sait pas, c'est une panne technique qui arrive comme par hasard au moment du scrutin. Certains assument en disant non, mais écoutez, on le fait parce qu'on ne veut pas accepter que d'autres résultats soient propagés avant que les instances qualifiées pour prononcer le résultat des urnes a eu à le faire. Donc du coup, vous voyez, de proche en proche, on a finalement des dévoiements qui sont constatés. Et la grande question qu'il faut se poser à chaque fois, puisqu'on assiste à un stéréotype de formule électorale, est-ce que c'est la victoire du système en place ou est-ce que ce n'est pas plutôt l'échec ou la défaite des oppositions? C'est d'abord cela qui est le véritable problème. Parce que systématiquement, les oppositions adoptent la même stratégie et à chaque fois, ils perdent. En y allant d'abord en surnombre face à un pouvoir qui a noyauté le corps électoral de telle façon que il est difficile de le faire perdre. De telle façon qu'il a des assises quasiment partout sur l'étendue du territoire, ce que les oppositions n'ont pas. Et à chaque fois, on a l'impression que les oppositions se réveillent trop tard. Mais en étant dispersées, à chaque fois, ils perdent. Parce que dès l'instant qu'il y a un, deux, trois, quatre candidats contre le régime en place, c'est autant de voix qui s'émiettent. Alors qu'il faudrait les coaliser pour faire battre d'abord le régime dont on veut se débarrasser parce qu'il a trop duré. Prenez le cas de M. Sassou Nguesso, 36 ans au pouvoir, mais on est tous unanimes à dire que, quels que soient ses mérites, ça devient indécent. Ce n'est pas lui faire injure à lui particulièrement que de dire cela. Prenons le cas de M. Idriss Déby Itno, dont les élections n'ont pas encore été réalisées, mais tout le monde, et c'est ça le vrai problème, tout le monde est d'accord pour anticiper sa victoire, enfin à la Pyrrhus, parce que certains opposants de grande carrure ne vont pas aller l'affronter, ne seront plus en lice, mais ils sont trop nombreux pour pouvoir battre Idriss Déby. Donc, et à chaque fois, c'est la même chose. On joue le même film tout le temps. Mais ce que disent les oppositions aujourd'hui, c'est que la question de l'unité de l'opposition face au candidat du pouvoir est réglée par le mode de scrutin qui est à deux tours désormais. Mais attendez, oui, mais si vous-même, vous commettez le pénalty, il marque le pénalty sans gardien. Je m'explique. Si vous êtes trop nombreux, vous lui facilitez le travail. Vous lui donnez toutes les chances d'avoir les 50% nécessaires. Enfin, 50,1% nécessaires pour le gagner. Et parfois, les marges sont tellement grossières que on a du mal à y croire. 88,57% dans le cas de M. Sassou Nguesso cette fois-ci. On dit à la soviétique. Non, il faut vraiment accepter que maintenant, on a des scores gondouanais. À l'africain, enfin, les scores à l'africaine, quoi. Afrique subsaharienne et francophone. Parce que, ailleurs, ce n'est pas ce qui se passe. L'Ouganda nous a fait quelque chose de similaire, mais les marges ne sont pas aussi élevées. Au Zimbabwe, on avait ça, mais la tendance est qu'au Zimbabwe aussi, on est en train de changer les choses de façon à ce qu'on ne connaisse plus ce genre de phénomène. Espérons que ça fasse école. Mais, voyez-vous, c'est le problème de nos oppositions. Et je pense qu'il y a une vraie séparation à faire dans la temporalité. 30 ans de dictature scélérate, de tâtonnement, de coup d'État, et depuis 30 ans de renouveau démocratique qui se cherche, avec des oppositions qui sont à chaque fois à court d'idées, d'imagination, de sorte que systématiquement on joue
la même carte Et dans le cadre et la même stratégie. du Congo-Brazza, par rapport à l'opposition, notamment l'opposant Guy Brice Parfait Kolula, ce n'est pas faute peut-être d'avoir essayé d'avoir mis les moyens de son côté. On l'a même vu sur son lit de mort, j'allais dire, appeler les Congolais à se mobiliser Alors, pour le changement. à se mobiliser comment? En allant voter, par exemple. Ah, on a voté, l'opposition. paix à son âme, Guy Brice Parfait Kolela. Non, vous savez quoi? Ensuite, en plus, dans le cas congolais, le facteur ethnique est tellement prégnant dans la répartition la répartition du corps électoral, que si vous ne faites pas campagne partout, si vous n'avez pas des représentants dans les fiefs où on dit que ces fiefs sont acquis au pouvoir, vous allez perdre, parce que ça, c'est la loi de la nature. La nature ayant horreur du vide, partout où le pouvoir est et que vous n'êtes pas, vous perdez bêtement des voix et des chances de l'emporter contre lui. Or, le pouvoir du PCT, parti de Monsieur Sassou, est partout au Congo, partout. Mais pourquoi attend-on un an avant les élections pour commencer à faire campagne? On devrait, dès le prononcé des résultats, commencer déjà à rentrer dans une stratégie plus combattante, c'est-à-dire faire en sorte qu'on modifie, donc dans les détails les plus scélérats, le mode de scrutin ou le code électoral, pour éviter que le pouvoir en place ne l'emporte toujours grâce au mécanisme qu'il a mis en place, c'est-à-dire à la machine à fraude qu'il a mis en place. Mais ça, est-ce que ce ne serait pas pour l'opposition une sorte de brassage du vent, dans la mesure où, vous voyez la configuration du Parlement, on ne peut rien espérer changer avec une telle configuration? Bon, alors, à chaque fois, c'est aussi le même problème. On ne va pas suffisamment, on néglige les élections législatives, et après, on se plaint qu'il y ait un Parlement monocolore. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce tâtonnement-là doit servir de leçon. C'est pour ça que je dis, il y a un troisième âge qui commence. Un troisième âge qui sera, à mon niveau, à mon sens, le commencement du vrai renouveau démocratique, parce que ceux qui ont commencé il y a 30 ans à faire les oppositions ou à les incarner sont en train de passer la main à une nouvelle génération qui va tirer la leçon et va absolument travailler à faire la politique autrement, parce que oui, c'est 30 ans d'échec de tout le système démocratique mis en place à la faveur de ce qu'on a appelé le printemps africain et le renouveau démocratique des années 90, début 90. Et du coup, cette contestation de l'opposition, c'est vaine rodomontade. Mais complètement. Puisqu'on va parler du Niger, c'est à mon avis, si vous me permettez, une transition. Parce que là aussi, vaine rodomontade, effectivement, vous l'avez dit. Quoi ? Systématiquement, c'est la même histoire. On proclame les résultats, et une fois que c'est confirmé par la Cour constitutionnelle, on prétend faire des recours, mais des recours qui sont tellement frivoles, parce que pas suffisamment soutenus par des éléments concrets, que finalement, on n'est que dans la supputation et le procès d'intention. Et quand, à la fin, le Conseil constitutionnel confirme le résultat proclamé, on vient dire que le Conseil constitutionnel est à la solde du pouvoir en place. Alors, à ce moment-là, pourquoi le saisissez-vous? C'est-à-dire, vous saisissez un juge en qui vous n'avez pas confiance, en espérant quand même qu'il vous donne raison. Et quand il vous donne tort, vous dites non, mais forcément, c'est ce qu'on disait. Mais il ne faut pas y aller. Ou bien vous n'allez pas aux élections parce que vous ne faites pas confiance au système qui a été mis en place. Et là-dessus, justement, au Tchad, comment ça s'appelle non, pas Idriss Déby, Saleh Kebzabo a raison. Et ceux qui le suivent ont raison. On n'y va pas, comme ça on ne dira pas qu'on a encore fait un mauvais jeu. Parce que de toutes les façons, au Tchad, c'est clair, qu'ils y aillent ou pas, qu'ils soient 1000 ou 1, Idriss Déby a mis tous les systèmes en place, il a verrouillé et noyauté toutes les instances pour gagner les élections. Il y va pour ça. Et il fait quoi? C'est un 6e mandat ou quelque chose dans ce genre. Bon, ça devient obscène.
Mais on est habitué à ça, ou bien on nous force à nous y habituer parce que il n'y a pas suffisamment de force vive qui soit capable de renverser la tendance et les pratiques. Il ne s'agit pas de faire une révolution. Mais regardez, là où elles ont eu lieu, prenez l'Égypte, prenez la Tunisie, prenez l'Algérie. Finalement, qu'est-ce qu'on a gagné? Ils ont fait la révolution, mais finalement, le pouvoir est passé entre des mains plus dures encore, et qui sont des extractions à chaque fois, ou des appendices du pouvoir qu'on a chassé. Alors, on gagne quoi? Donc, c'est pour ça que je dis, on va rentrer dans un nouvel âge qui sera l'âge de la maturation et justement de l'élaboration. Dans une forme d'atelier où on apprendra à faire la démocratie autrement. Alors, vous avez donc, on a ouvert cette transition sur le Niger où Maman Ousmane 71, un premier président démocratiquement élu du Niger en 93 et donc second à cette présidentielle selon les résultats confirmés par la Cour constitutionnelle qui donne vainqueur Mohamed Bazoum. Eh bien, Maman Ousmane conteste, il dit « Nos réclamations n'ont pas été traitées par la Cour constitutionnelle parce qu'ils arguent qu'ils ont déposé un dossier qui contient au moins 3000 pièces selon la conviction qui devrait amener la Cour constitutionnelle à renverser ces résultats. » Alors, est-ce qu'il est en train de suggérer que la Cour constitutionnelle, par paresse intellectuelle, a refusé d'examiner les 3000 pièces? En tout cas, il dit que nos résultats n'ont pas été traités. Nos réclamations n'ont pas été traitées. Bon, est-ce qu'il était dans le secret des délibérés pour savoir si on n'a pas tenu compte? Enfin, je n'ai pas vu l'arrêt et je ne connais pas les bases légales sur lesquelles la Cour s'est appuyée pour rejeter leur demande. Mais il peut arriver aussi que parfois l'examen des pièces soit superfétatoire au regard de certains éléments qui sont souvent des éléments de forme et de recevabilité formelle. Bon, si on considère que... Vous savez, pareil, dans le système américain même, c'est ce qu'on a reproché à M. Trump. Lui, par contre, n'a pas apporté d'éléments du tout. Il n'a fait que des accusations. Il était dans le procès d'intention systématique en proclamant que les juges sont des démocrates et que donc ils n'ont pas examiné du tout ces éléments de contestation, mais bon, il ne les a pas apportés pour qu'ils soient débattus, ne serait-ce que scientifiquement. Mais ici aussi, on assiste à peu près à la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a accumulé par paquet de 1000 des éléments qui parfois sont redondants et qui ne sont pas de nature à renverser correctement l'opinion qu'on peut avoir sur l'examen des faits. On ne va pas dire que c'est parce qu'il y a 3000 pièces que forcément on doit gagner. Mais sur la base de ces pièces, cette opposition estime que les résultats... Le résultat devrait être renversé. Oui. Bah, écoutez, encore une fois, avec la prudence qui sied lorsqu'on ne sait pas exactement sur la base de quoi un jugement a été rendu, je dis, ils ont peut-être raison de contester, mais forcément, on ne s'attend pas de leur part à ce qu'ils acceptent la décision de la Cour constitutionnelle. La seule décision qui leur aurait été agréable, c'est le renversement total. Donc, quand on n'a pas gain de cause, on conteste toujours, on dit que le juge est stipendié, vendu, etc. On est habitué à ça. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui constituent l'état de notre système. Mais ce sont démocratique. Les opposants, surtout dans les pays d'expression française, qui ficellent mal leur dossier, parce qu'on a vu des cours suprêmes Kenya, Malawi, renverser oui, absolument. C'est bien ce que je dis. Voilà, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a un job scientifique à faire. Il faut accepter d'aller en laboratoire pour travailler sérieusement son dossier dans le cadre d'une contestation. Il ne faut pas venir dire on a réuni 3000 pièces, donc mais les 3000 pièces disent quoi? Si elles disent toutes la même chose, probablement qu'elles ne sont pas d'une pertinence ébouriffante pour amener la Cour constitutionnelle à réviser sa position. Peut-être qu'elles sont même dépourvues de crédit.
vous voyez, c'est cela aussi le problème. Et c'est pour ça que je dis, non, nos oppositions ont échoué pendant 30 ans. Et on a les gondouanaiseries qui persistent, et on doit trouver la bonne médication pour guérir ce mal-là, qui sont les maladies de nos démocraties, qui ne sont plus jeunes maintenant. Ça a 30 ans. On est plus jeune. Ouais, il est temps de se prendre en charge autrement que d'attendre tout le temps que la manne tombe de la part de je ne sais... Non, pas du ciel, parfois de France. Oui, attendez. Nous autres, on attend que Paris dise quelque chose, que Paris constate avec nous que les élections n'ont pas été bien tenues, et on attend que l'Élysée se prononce ou valide des élections. On l'a vu plusieurs fois. Oui. Dernier sujet, on va parler donc de cette saisie record de cocaïne dans le golfe du Guinée. Saisie effectuée par la Marine nationale française. C'était dimanche dernier au large du golfe du Guinée. En tout, 6 tonnes de cocaïne. L'opération s'est déroulée dans une zone devenue une plaque tournante du trafic de tout genre. Le cargo avait quitté Rio de Janeiro au Brésil le 5 mars dernier. C'est après une traversée de l'Atlantique de 2 semaines et sous étroite surveillance que la saisie a pu s'opérer dans cette zone de plus en plus dangereuse qu'est le golfe de Guinée. C'est la préfecture maritime de l'Atlantique qui a piloté les opérations. J'ai envie de demander, Maître Sosa, trafic de cocaïne dans le golfe de Guinée, 6 tonnes, ce n'est pas petit. À qui ça peut profiter? Parce qu'on sait aussi qu'il y a le terrorisme qui se nourrit de ce genre de trafic. Et quand on voit le rythme auquel il s'effectue maintenant, est-ce qu'il y a un parallèle à effectuer? Forcément, parce que tout ça va de pair. Maintenant, à qui ça profite? Ça profite à des organes en charge de la sécurité qui, attirés par le gain facile, contribue à la facilitation de ce trafic et de sa circulation dans nos zones, parce que, tout le monde le sait, on a déjà eu à régler le problème d'officiers devenus eux-mêmes milliardaires pour avoir accepté que des cargaisons poursuivent leur chemin jusqu'au pays de destination, contre du numéraire ou contre des produits qu'ils ont recelés, qu'ils ont eux-mêmes écoulés. Donc on a tous les phénomènes. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce domaine-là, si c'est aussi facile, c'est probablement parce qu'il y a une complaisance ou parce qu'il y a une mauvaise surveillance de nos côtes. Ça, c'est une lapalissade que d'avoir à le dire. Vous savez, on dit surveillance depuis le point de départ. Donc ça veut dire que ce n'est même pas nos services sur la côte du golfe de Guinée qui ont fait le job. C'est probablement depuis le Brésil qu'on a commencé à surveiller cette cargaison, qui n'a eu qu'à traverser l'Atlantique. On a attendu qu'il soit arrivé dans une zone suffisamment sécurisée pour mettre en place les moyens de coercition pour pouvoir les arrêter. Parce qu'il faut, si on l'arrête en haute mer, ça ne sert à rien, on ne sait pas où il va. Donc on n'aura pas fait tout le job, parce qu'il faut suivre un peu, savoir qui sont impliqués dans la chaîne depuis le départ jusqu'à l'arrivée. C'est la raison pour laquelle ils ont patienté, pour les prendre à un niveau où on est capable d'identifier le groupement de malfaiteurs qui contribue à ce trafic de drogue de haut vol. Mais ça ne nous renseigne pas non plus sur, peut-être j'ai envie de dire, la destination qui est à l'origine, justement, de cette commande, à quoi elle va servir. Très souvent, et c'est ce qui est spécifique dans cette infraction, ils ne contribuent jamais. Ils ne disent pas où ça doit aller, à moins que vous ne le preniez sur le lieu de destination finale. Tous ceux qui sont impliqués sur la chaîne ils vont vous faire balader, parce qu'ils savent qu'ils sont foutus. Et quand on leur dit, si vous contribuez, vous aurez des réductions de peine, etc., ils savent qu'ils sont lâchés même par ceux qui les ont commandités. Donc, ils ne sont pas prompts à participer de façon effective. La plupart du temps, vous savez, le capitaine du bateau
souvent, il n'en est même pas. n'est pas au courant et l'équipage ne sait pas du tout ou n'est pas impliqué, ou il l'est, mais de façon très anecdotique, à des niveaux très faibles pour que ça ne capote pas. Donc tout ça échappe finalement au contrôle scientifique nécessaire. C'est ça le vrai souci. Mais est-ce que ça règle le problème? C'est-à-dire, c'est saisi, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de 6 tonnes, c'est spectaculaire, on le vante, mais ce qui passe tous les jours, qu'on ne saisit Ah pas... oui, ce qui passe à travers les filets, oui, ça qu'on ne saisit pas, est beaucoup plus considérable, très certainement, oui. Mais écoutez, c'est vrai que... C'est pour ça que je dis, il y a des pays même où le trafic de drogue vous met en prison pour à vie. Il y a des pays, Philippines par exemple, où la peine de mort est requise et appliquée. Mais ça ne dissuade pas. Alors, ça veut dire que l'appât du gain facile... oui, il y en a, dans leur vie, ils essayent de faire un coup, un seul, et ils ont suffisamment d'argent pour aller vivre tranquille, une vie dorée, quelque part. Donc, la tentation est forte. Alors, si vous voulez, les officiers chargés de la sécurité de nos côtes, ils ont les mêmes tentations. Parce que jusqu'à la retraite, en travaillant loyalement, on n'aura jamais suffisamment d'argent. Alors que, bon, sur les 6 tonnes, si on prélève même un sixième, on peut vivre tranquillement. Et donc, la tentation est forte aussi. Il faut reconnaître que ce sont des... Bon, il y en a beaucoup qui sont des serviteurs honnêtes et zélés de l'État, mais parmi eux, il y a aussi des gens qui sont tentés par cette délinquance-là, parce qu'elle est lucrative. Après tout, j'aurais fait de mal à qui? Je connais pas les consommateurs, ça va pas dans notre pays, donc ça peut transiter par chez nous et aller vers des destinations qui ne me regardent pas. Donc, si je peux prélever de quoi aussi satisfaire mes besoins, pourquoi pas? Et donc, certains sombrent dedans. Des officiers véreux, on en a arrêté plusieurs fois, pas que sous nos tropiques et pas sur nos côtes, ailleurs aussi. Donc, vous voyez, même au Brésil, même aux États-Unis, on en a arrêté. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est vrai que c'est une maladie qui est difficile à guérir. Maître Sosa, merci. C'est moi qui vous La remercie. pause et regard croisé après.